Voilà, on va pouvoir commencer, les micros sont branchés et on va vous demander s'il vous plaît de descendre parce que c'est très désagréable pour nos intervenants de ne pas vous voir tout en haut de la salle alors que ça serait bien de débattre ensemble. Si vous voulez faire cet ultime effort, ça serait vraiment sympa pour eux. Je les appelle tout de suite à nous rejoindre en commençant par Christophe Bouillon, le président de l'Association des petites villes de France, maire de Barentin, Jean-Jacques Thomas, le maire d'Hirson dans l'Aisne, Jérôme Sadier, le président du Crédit Coopératif, président de l'ESS France, ESS comme économie sociale et solidaire, et puis notre grand témoin, Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Voilà, messieurs, prenez place et merci de vous rapprocher de nous. Ça sera quand même beaucoup plus agréable de débattre avec vous à proximité. On a beaucoup parlé de la proximité pendant 2 jours. Eh bien, on va la concrétiser encore dans ce lieu. Et on va terminer, alors, dernier débat de ce congrès de l'UNCAS pour parler de la reprise économique avec cette injonction faire qu'elle profite à tous. Alors, on est sur le congrès des élus, maires adjoints, directeurs de CCAS. Et là, on parle de reprise économique, mais aussi dans sa dimension sociale. Et justement, que cette reprise puisse profiter à tous. Et pour commencer ce débat, je vais donner la parole peut-être d'abord aux élus locaux, au maire. À vous, Jean-Jacques Thomas, comment on fait à Hirson? Hirson, c'est 8700 habitants dans l'Aisne. Et déjà, c'est penser aussi l'action sociale sur votre territoire dans une démarche d'inclusion et de retour à l'emploi pour ceux qui le peuvent, dans des domaines bien particuliers. Quand on préparait ce débat, vous évoquiez par exemple bien-être senior, une initiative qui me semble assez prometteuse et intéressante pour du retour à l'emploi. Oui, c'est-à-dire que sur Hirson, un peu plus de 9000 habitants, dans l'Aisne, à la frontière du nord, des Ardennes, de la Belgique, et donc une ville frontalière. Et comme toutes les villes frontalières, on est en partie découpé, puisque quand vous êtes dans le centre de la France, vous coopérez avec le nord, l'est, l'ouest et le sud, etc. Quand vous êtes adossé à la frontière, vous avez non pas un développement à 360 degrés, mais à 180 degrés, ce qui vous prive d'une partie de coopération. Et donc la coopération est quelque chose d'essentiel. Et moi, je suis maire je suis élu depuis 88, enfin 1900, et maire depuis 1995. C'est vous dire si les adversaires sont mauvais. Ça veut dire que à partir de là, Hirson est ma ville natale, donc ça aide aussi. On a forcément toujours des concitoyens qui trouvent qu'on en fait trop pour les autres et pas assez pour eux. C'est ce que j'appelle le tropisme du concert, du verbe servir. Et donc, à partir de là, le CCAS était au début, j'allais dire, le pompier de l'intervention sociale. Et nous avons essayé d'en faire un architecte de l'action sociale. C'est-à-dire, vous parliez par exemple du bien-être senior, mon directeur me dit ce serait bien qu'on puisse peut-être aller chez les personnes âgées. Et donc, moi, j'ai un peu le réflexe en disant, oui, tu veux dire qu'on va embaucher des gens pour aller faire du Scrabble, discuter chez les personnes âgées. Je vois déjà l'opposition, voilà. Et il dit, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que, d'une part, les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, les aidants doivent être aidés. Et donc, si on peut prendre ces personnes, les emmener dans une salle, ou à domicile, c'est aussi un élément important. Mais deuxièmement, et ça rejoint le thème de cette réunion, on cherche aujourd'hui de plus en plus d'auxiliaires de vie. Et donc, il faut les former. Il faut d'abord se rendre compte si elles aiment ça, si elles souhaitent s'engager, parce que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui, à un moment donné, se termine tragiquement, souvent. Et donc, le bien-être senior, ça a été l'occasion de mettre en place ces agents itinérants qui allaient chez les personnes qui étaient seules, et le Covid a accentué les difficultés. Et on s'est aperçu que d'une part, ça correspondait aujourd'hui à de nouveaux emplois et qu'en plus, ça permettait à ces personnes d'entrer comme auxiliaires de vie, de
passer leur diplôme, et à peu près on a à peu près 15 sorties par an de personnes qui étaient employées en contrat d'insertion. Eh bien, on en a 50-60% qui trouvent et qui débouchent sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin social, parce que quand vous êtes chez vous, que vous êtes âgé, etc., et que, à part peut-être le portage de repas le midi, si vous n'avez personne qui vient vous voir, si vous avez un temps un peu ensoleillé, une question très pratique, qui va ouvrir les volets ? Qui va faire rentrer le soleil, qui va faire rentrer la chaleur humaine. Et donc, c'est aussi l'occasion de le faire. Et ce bien-être senior, c'est au départ quelque chose d'un peu iconoclaste, en tout cas original, et on voit que ça débouche sur l'emploi avec une professionnalisation et des personnels diplômés. Voilà, on est tout de suite dans le concret, là. Hein. Il s'agit de ramener des gens vers l'emploi, mais c'est aussi dans ce que vous appelez donc le CCAS architecte et pas seulement pompier, pas seulement à gérer l'urgence. C'est aussi la façon dont vous avez conçu votre épicerie solidaire et d'autres, un environnement favorable. Là encore, depuis le début de ce congrès, on a beaucoup parlé de la nécessité de trouver des points de contact pour aller vers et pour donner envie aux gens aussi de retrouver leur vraie citoyenneté sociale sur le territoire. Oui. Dans les années 90, mon papa, qui était ouvrier d'usine, d'acierie, quand l'acierie a fermé, il s'est senti responsable. Il était chef d'équipe, hein. Il n'était pas actionnaire. Et il est mort chômeur. Et ça avait été chez lui un traumatisme. Et le fait de rendre la dignité aux hommes, aux femmes qui sont sur le bord de la route, c'était aussi de se dire que lorsque, alors soit vous bénéficiez de la charité diverses et variées, vous bénéficiez des restos du cœur, c'est très bien, etc. Mais moi, je voulais que les mamans, parce que c'est souvent les mamans qui vont faire les courses, quelquefois accompagnées, ce qui est bien, des enfants, je voulais qu'il n'y ait pas de stigmatisation. C'est-à-dire que les mamans, comme dans n'importe quelle grande surface ou supérette, puissent passer à la caisse, puissent ouvrir leur porte-monnaie et puis choisir ce qu'elles ont envie de choisir dans des rayons. Et dans les rayons, si vous n'aimez pas les brocolis, vous n'achetez pas de brocolis. Par contre, si vous achetez des brocolis, vous avez juste à côté une cuisine où on vous explique comment cuire les brocolis. Et on paie 10% du prix réel. Et à 10%, vous avez aussi un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne vous sentez pas bien, vous avez des cours de sophrologie. Vous avez envie de contribuer, de participer au carnaval, vous entrez dans un atelier couture pour faire les costumes de carnaval. On a 1,5 hectare de jardin solidaire, et donc les personnes viennent cultiver le jardin qui sert l'épicerie solidaire, c'est du circuit court, mais également on leur met à disposition une partie de ces jardins pour leur propre consommation, etc. L'été, il y a beaucoup de fruits. Bien, la cuisine dont je vous parlais a été et l'occasion de faire des confitures et de ramener des confitures chez soi, etc. Et l'épicerie solidaire, c'est aussi un lieu de rencontre, parce que quelquefois, lorsqu'on est privé d'emploi, privé de tout, on a du mal à sortir. Et c'est donc l'occasion de sortir, de rencontrer, et on a voulu que ce soit en centre-ville, comme se trouve en centre-ville le centre d'urgence, voilà, parce que c'est aussi important que les gens se rencontrent, qu'on puisse partager un certain nombre de choses. Mais cette épicerie solidaire, c'est d'abord un lieu de rencontre, et les ateliers et les chantiers d'insertion ont à peu près un taux de sortie positive, soit en emploi, soit en formation qualifiante, de 47%. Là aussi, c'est le prétexte à se remettre dans le circuit. À se reprendre et à participer à cette reprise. Alors, on est avec vous, Christophe Bouillon, président de l'association des petites villes de France. Vous avez présenté il y a peu de temps un manifeste des petites villes où vous insistez beaucoup justement sur les éléments de l'attractivité de ces territoires. Hirson, c'est une petite ville, hein, justement. Et vous insistez aussi beaucoup sur les politiques en direction des jeunes pour cette attractivité des territoires. Oui, en effet, on se souvient tous du slogan « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». C'est un peu vrai de la reprise. Je pense qu'elle ne vaut que si elle profite à tous. Et on voit bien à l'échelle de nos territoires
qui sont traversées depuis un certain nombre d'années par des transitions très concrètes, hein, transition numérique, transition démographique, transition démocratique et transition écologique. Il se joue beaucoup de ces transitions à l'échelle de nos territoires, qui est finalement la bonne maille pour pouvoir le faire. Si je regarde la transition démographique, le vieillissement de la population, c'est dans nos territoires aujourd'hui qu'on observe le plus de personnes âgées, et c'est là, comme le disait mon collègue, que se jouent aussi des questions d'accompagnement, d'emploi. Et c'est vrai que les CCS sont souvent le bras armé, celles et ceux qui, dans leur capacité de comprendre les besoins sociaux et d'amener les solutions, d'aller vers, permettent de trouver en effet le bon accompagnement. Si on regarde la question du numérique, qui est essentielle en termes économiques, mais qui est essentielle aussi mais en termes d'inclusion numérique, on voit aussi un certain nombre de publics qui sont parfois en difficulté vis-à-vis de cela. Si on regarde la transition écologique, qui est un moteur aussi de croissance, je pense qu'il y a là aussi des ressorts qui existent à l'échelle de nos territoires. Plus concrètement, quand on parle de reprise, nous, pour qu'elle joue cette carte d'attractivité, on souhaite que, et je pense que ça plaira à notre grand témoin, on ait la question de la réindustrialisation. Il ne faut jamais oublier que 70% des emplois sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. Et que concrètement, un emploi industriel, c'est entre 3 et 4 emplois derrière. Et c'est par ailleurs des emplois mieux rémunérés qu'un certain nombre de types d'emplois. C'est donc un moyen aussi de consolider les classes moyennes dans nos territoires, à condition de faire un calque entre la carte des formations et la carte des emplois. Ce qu'on observe dans nos territoires, et je le vois par exemple dans ma commune à Barentin, ou avec notre CCAS, mon adjoint Alain Lejeune, on a mis en place un forum depuis 2 ans, des métiers, de la formation, pour mettre en adéquation les besoins ressentis par les entreprises qui veulent reprendre de l'activité, et puis les emplois, celles et ceux qui pourraient en effet basculer dans répondre à ces besoins. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que c'est parfois difficile, ne serait-ce que pour des questions de formation. Et si on parle aujourd'hui de métiers en tension, c'est qu'on a souvent une difficulté d'amener une certaine catégorie, et notamment de jeunes, à ces besoins d'emploi. Et donc, ça passe par un chemin de formation qui doit être prévu. Mais c'est vrai que ce qui est difficile à l'échelle de nos territoires, surtout des territoires périurbains ou ruraux, c'est souvent, il y a plusieurs décrochages. Pour aller se former, il faut sortir, aller plus loin. Quand on a une formation professionnalisante qui réclame, par exemple, des stages, c'est encore un autre décrochage. Donc on a ces difficultés qui fait que concrètement, souvent, le choix de la formation est d'abord un choix des parents et un choix de la facilité, de la praticabilité, de la proximité, qui n'est pas un choix guidé par une réponse à un besoin mais des ou même une envie de portée budget par le jeune. familial, d'investissement personnel. Exactement. Donc concrètement, oui, nos territoires aujourd'hui ont une vraie capacité d'être attractives, hein. Les petites villes, c'est les villes comprises entre 2500 et 25 000 habitants. C'est la France de la centralité, c'est-à-dire le chef-lieu de canton, le chef-lieu d'une petite intercommunalité. C'est là où il y a de l'implantation d'activités. C'est là souvent où on joue le rôle de base arrière aussi des métropoles ou des agglomérations. On voit bien qu'on a basculé en espace de quelques années dans le tout métropole à aujourd'hui un aménagement un peu différent qui fait qu'on compte beaucoup sur les bases arrières, on compte beaucoup sur le back-office, sur ces territoires que nous représentons. D'ailleurs, les habitants ne s'y trompent pas. On a aujourd'hui une traduction de cet intérêt quand on a une croissance entre 3 ou 4% en termes d'habitants, quand on a aussi des activités qui reviennent, quand dans des logiques de relocalisation, ces territoires ont des choses à dire, ont des choses à faire valoir, et quand on voit par ailleurs que ce sont dans ces territoires qu'on trouve des champions aujourd'hui de la transition écologique. Quand on regarde en termes d'innovation, quand on regarde en termes de production d'énergie renouvelable, quand on regarde en termes aussi de transition écologique qui passe par exemple sur les questions de biodiversité, ce sont dans nos territoires qu'on trouve de véritables pépites de champions. Et ça aussi, c'est une carte à jouer parce que moi, je le vois sur des territoires, mais je pense qu'ils sont comparables à ceux de mon collègue, où il y avait une empreinte industrielle historiquement, où il y avait une fierté qu'il ne faut pas oublier. C'était des territoires avec des niveaux d'emploi bien rémunérés et une fierté de travailler pour l'industrie. Eh bien, aujourd'hui, par la transition écologique, on retrouve une forme de fierté. Pour le dire autrement, on a des territoires qui avaient le sentiment d'être sortis de l'histoire, qui n'avaient plus de récit,
et qui aujourd'hui reviennent dans le récit. Prenez Los Angoël, par exemple, dans les Hauts-de-France. La carte qu'a jouée notre collègue maire, c'est celle de se dire, ben voilà, on ne va pas tourner la page complètement à notre histoire, mais on va, à travers la transition écologique plutôt réussie, eh bien, redonner une forme de fierté, une attractivité, et donc revenir dans un récit. Et je crois que ça aussi, c'est essentiel. Et c'est en cela où la reprise, elle peut être pour tous, parce qu'elle redonne aussi un regain d'intérêt, un regain de fierté. Et j'ai envie de dire, il y a une forme de capillarité, parce que cette fierté, elle finit par se voir, et tant mieux, et elle finit de se dire, bah, ça vaut le coup de s'installer dans ces territoires, il s'y passe des choses, et ce sont des champions, ils ont tout compris des transitions. Alors, donner envie aux habitants d'être dans cette reprise, leur donner les moyens, éventuellement aussi faire appel à d'autres modes de production, être innovant, comme vous l'avez dit. Justement, Jérôme Sadier, président du Crédit Coopératif, mais surtout ici président de ESS France. Quand on parle projet social, économie réelle, c'est toute cette économie que vous portez, ce secteur qui n'est pas forcément le mieux connu des collectivités territoriales dans la diversité des montages possibles, des entreprises que recouvre le grand monde de l'économie sociale et solidaire. Oui, d'abord bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je pense que les collectivités, elles connaissent très bien l'économie sociale et solidaire, mais pas forcément en le sachant en fait. Et c'est pas forcément si grave que ça d'ailleurs. Elles connaissent évidemment l'ensemble des acteurs associatifs de leur territoire, et notamment celles qui interviennent dans le domaine social, mais pas que, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est une façon d'agir, d'entreprendre collectivement sans rechercher un but lucratif. Et donc, c'est valable dans des secteurs d'activité extrêmement différents. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça va de l'industrie à la culture, en passant par l'artisanat et l'agriculture, etc. Et puis, vous connaissez les associations, les mutuelles, les coopératives, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça, c'est pas le plus important pour aujourd'hui. Non, ce qui, moi, me paraît évident par rapport au thème qui est posé et aux intervenants qui précèdent, c'est d'abord de ça de quoi on parle quand on parle de reprise. La reprise à ce stade, enfin là peut-être c'est aussi avec mes casquettes de banquier, mais elle n'est pas encore tout à fait là. Et celle qui se prépare n'est pas forcément la plus rassurante non plus, à vrai dire, en fait. Évidemment qu'on a des mesures qui ont permis aux entreprises de ne pas faire faillite, mais pour autant, on n'a rien qui nous permet de sortir du chômage de masse non plus, à ce stade. Nous avons évidemment une reprise qui est en prémisse. Après, on voit bien aussi les enjeux liés à la guerre aujourd'hui, mais nous avons tous les enjeux liés à la transition environnementale qui sont par nature compliqués à gérer et qui vont amener à des changements de comportement essentiels de la part des acteurs publics et des acteurs privés. Et ça, on ne sait pas encore comment tout à fait les accompagner. Et ça peut accélérer des fragilités, on le sait, sur le plan social. Et puis, accessoirement, on est aussi dans une reprise inflationniste. Donc ça veut dire aussi que sur le pouvoir d'achat des ménages, ça va être compliqué. Et donc la question de la façon dont nous accompagnons les populations les plus fragiles va être extrêmement sensible dans les mois et les années qui viennent, parce que ce soit sur les questions concrètes de pouvoir d'achat liées à l'inflation et d'autre part à la transition environnementale, si tant est qu'on la prenne comme il faut, il va y avoir un gros besoin d'accompagnement social, culturel aussi à certains égards. D'où la question de savoir comment on organise ça. Je ne crois absolument pas que ce sera l'État, et quel que soit le titulaire de la charge suprême demain, qui nous dira absolument comment faire. Nous avons en France la chance d'avoir un système de protection sociale imparfait, mais néanmoins très exigeant, et qui nous permet quand même de traiter énormément de situations, relayées par ailleurs, soit au niveau des collectivités territoriales, soit par des acteurs qui interviennent librement ou à peu près librement. Et donc cette articulation-là, elle est essentielle pour se protéger des effets de la crise qui existent encore et qui vont perdurer, mais aussi pour organiser de façon nouvelle les solidarités telles qu'elles doivent désormais se dessiner et qui doivent aussi appréhender les choses de façon plutôt transversale aujourd'hui que de raisonner par silos. Parce que les fragilités qu'on observe dans notre société, elles n'ont rarement qu'une seule cause, en fait. Et donc la capacité à les gérer de façon transversale doit nous amener à envisager des coopérations entre acteurs qui permettent d'avoir un panel. Mais peut-être que c'est parfois rentré, entre guillemets, par la petite porte, mais je reprends ce que disait Jean-Jacques Thomas tout à l'heure, ne serait-ce que d'aller ouvrir les volets de quelqu'un, en soi, c'est pas un métier d'ailleurs, d'aller ouvrir les volets de quelqu'un, mais
Commencer par ça, ça permet aussi d'amener à d'autres choses. Sauf que pour le faire, alors il faut avoir l'idée géniale peut-être du maire, mais au-delà de ça, il faut aussi avoir les réseaux qui permettent d'activer les bons leviers en fait. Et ça, cette mise en relation avec des acteurs de territoire à partir d'une envie d'agir, du diagnostic partagé, ça nécessite d'avoir un peu de méthode, un peu de savoir-faire, et ça ne s'invente pas tout seul. Donc il faut arriver à fédérer autour de soi des acteurs qui savent parfois faire, mais ne savent pas forcément l'exprimer non plus, à vrai dire. Parce que les acteurs de l'ESS, je commence à en connaître un sacré paquet, et très différents, ils sont tous certains d'avoir raison dans leur domaine d'activité, mais seulement de leur mettre dans leur domaine d'activité. Et moi, alors qui suis passionné par ailleurs par les questions de ruralité, j'essaie de construire à un tout petit niveau un certain nombre de choses, de réintroduire des services à la population dans les territoires ruraux. On trouve finalement des acteurs qui acceptent d'aller au-delà de ce qu'ils faisaient, mais qui n'avaient pas osé jusqu'ici pousser la porte de la mairie ou de la mairie d'à côté, tout simplement, parce que leur rayon d'action, il était prédéterminé. Donc il suffit parfois de donner envie, en fait, de faire des choses un peu plus grandes pour arriver à fédérer des nouveaux acteurs. Et je crois vraiment au rôle des collectivités territoriales de proximité, du département à la commune, avec l'appui des CCAS pour identifier les besoins et les personnes qui sont soit en capacité de faire ou de recevoir, et parfois les deux, souvent d'ailleurs aussi les deux, à vrai dire, pour organiser les choses derrière. Et là, vous trouverez des acteurs de l'économie sociale qui seront prêts, parce qu'ils existent déjà aujourd'hui et représentent souvent, notamment en territoire rural, un pourcentage non négligeable des emplois, en fait. Depuis que les emplois industriels ont disparu, depuis que les services publics se retirent, dans les territoires ruraux, qu'est-ce qui reste? Il reste l'emploi associatif, la plupart du temps. Et l'emploi associatif, ça peut être 30 ou 40% d'un territoire. Et là, pour le coup, vous avez des gens qui sont en capacité de faire et qui n'ont pas forcément besoin d'être dans simplement la logique de la recherche de subventions pour travailler, mais aussi de coopération avec d'autres collectivités, mais aussi avec d'autres acteurs de l'économie sociale. Il faut se mettre d'accord sur ce que l'on veut faire ensemble et pourquoi. Ce thème de la coopération, il a irrigué tous les débats du Congrès, mais effectivement, que ce soit des exemples que vous citez les uns ou les autres, c'est de rentrer de façon très concrète dans ces questions. Louis Gallois, vous êtes le grand témoin de ce forum, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Alors, comment vous voyez aujourd'hui cette reprise fragile, disait Jérôme Sadier, pour faire qu'elle profite à tous, avec des outils aujourd'hui. Et je sais par exemple que vous accompagnez beaucoup de territoires zéro chômeur. Aujourd'hui, comment on rentre dans ces démarches inclusives et comment on fait que ça marche ou ça marche moins bien et comment on fait pour que ça marche mieux? Oui, c'est pas en tant que coprésident de la Fabrique de l'Industrie que je fais ça. Je préside le fonds d'expérimentation zéro chômeur, donc le fonds qui organise cette expérimentation. J'en dirai un mot. Quant à la reprise économique, je partage l'avis de Jérôme Sadier. Bon, très bien, on en parlait beaucoup, mais actuellement, moi, j'attends confirmation de cette reprise, parce que nous voyons bien tous les obstacles qui sont en train de se dresser. On a déjà diminué de 1% le taux de croissance prévu sur l'année 2022, et je pense que nous ne sommes pas au terme de cette démarche, parce que la crise ukrainienne montre les fragilités et les dépendances de nos économies. Et vous savez, faire des moteurs d'avion sans titane, ça va être difficile. Hein. Le titane vient de Russie. Les problèmes alimentaires dans le monde, dont il faudra bien qu'on prenne une partie de la charge. Bref, je pense que la reprise, elle est réelle, mais elle n'est pas... Très fragile. Elle est fragile, elle sera probablement moins forte que prévu. En revanche, l'inflation, elle, on croyait qu'on aurait une petite bosse et que ça allait se ralentir ensuite. On s'aperçoit que cette inflation va durer. Ce sont des éléments très importants lorsque l'on regarde l'impact sur les inégalités. On sait que la décroissance crée naturellement des inégalités, renforce les inégalités naturellement. On l'a vu d'ailleurs pendant l'année 2020 où l'économie a été en décroissance et on a vu le retour des problèmes alimentaires pour une partie de la population. On a vu une bouffée de RSA nouveau, plus 10% de personnes au RSA, etc. Donc on voit bien que la décroissance crée spontanément des inégalités qu'il faut essayer de limiter.
La croissance, elle ne crée pas obligatoirement la réduction, elle ne génère pas obligatoirement la réduction des inégalités. Moi, je ne crois pas à la théorie du ruissellement. C'est pas parce que la croissance économique est là que les inégalités régressent. Ça ne peut résulter que de politiques clairement affichées de réduction des inégalités. Et politique fiscale, politique d'aménagement du territoire, parce que les inégalités, elles sont aussi territoriales. Et je pense qu'il y a un grand absent de la campagne présidentielle, si je me permets de m'engager sur un terrain politique qui n'est pas le mien, c'est qu'on ne parle pas d'aménagement du territoire. Or, je pense qu'il va falloir reparler d'aménagement du territoire. Alors, on en parle dans le manifeste des petites villes de France. Voilà, je ne peux qu'approuver cela. Et quand on parle d'aménagement du territoire, je voudrais dire une chose. Moi, je suis frappé, alors ça me ramène à la fabrique de l'industrie, par le rôle que commencent à jouer, mais vraiment de manière active, les élus locaux dans cette affaire. C'est-à-dire que beaucoup d'élus n'attendent plus que ça vienne d'en haut, mais ils se prennent en main. Et on voit des territoires qui sont en train d'émerger du fait que les forces locales, pas uniquement les élus locaux, mais les forces locales se sont mises ensemble pour travailler. Moi, j'ai été, par exemple, très impressionné par certains territoires. Alès, par exemple. Alès a été une ville qui a énormément souffert de la fermeture des mines et de la réduction du désastre industriel qu'il y a eu autour. Eh bien, moi, j'ai été impressionné par cette ville, qui n'est pas un phare en Occitanie, mais qui est une ville moyenne. Les élus, les chefs d'entreprise, l'école des mines d'Alès, les associations, tout ce monde-là travaille ensemble, et on voit à quel point ils redeviennent attractifs. Alors, ils sont aidés par le climat, je reconnais, plus que Hirson, si je me permets de dire. Oui, j'aime beaucoup votre région, j'y vais souvent, je vous l'ai dit, donc, et c'est une région que j'aime beaucoup, mais bon, ils ont été aidés. Mais moi, je vois, il n'y a pas que là, il y a beaucoup de régions qui... Il y a une culture de coopération des acteurs du territoire. Les acteurs du territoire se prennent en main, et à ce moment-là, l'État, il peut venir aider, il n'arrose pas le sable, il tombe sur une terre fertile, et ce qu'il fait est productif. Donc l'aménagement du territoire, c'est plus quelque chose qui tombe d'en haut, comme du temps de Jérôme Monod et de la Datar. C'est quelque chose qui émerge du territoire et que l'État vient accompagner en s'assurant que les infrastructures sont là, que les services publics se développent sur ces territoires, etc. Donc ça, je crois que c'est très important. Je voudrais dire un mot de zéro chômeur, quand même, parce que c'est directement lié au CCAS. Zéro chômeur, c'est cette expérimentation territoriale, les territoires zéro complètement territoriale, territoire zéro chômeur, qui vise à éradiquer le chômage de longue durée. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée volontaires pour travailler sur un territoire, que tous puissent être embauchés. On s'est aperçu de deux choses pendant les 5 premières années de cette expérimentation qui viennent d'être développée, qui est en deuxième vague très importante d'ailleurs, pour passer à une autre taille. C'est une deuxième loi. On s'est aperçu de choses. Premièrement, qu'on ne pouvait pas faire ça seul, qu'il fallait qu'on soit en partenariat avec tous les partenaires de l'ESS, c'est-à-dire l'insertion par activité économique, le travail adapté, les ESAT, et évidemment tous les acteurs associatifs de la région. C'est une initiative qui vient, je le rappelle, d'élus locaux. C'est-à-dire que ce sont des élus locaux qui décident de s'engager dans cette démarche. Et qui vient même aussi du monde associatif, puisque c'était ATD Carmonde au départ. Oui, mais ça vient au sommet. Mais sur le plan local, la loi a transformé ça. Maintenant, c'est les élus locaux qui prennent l'initiative de s'engager dans cette démarche parce qu'elle est très exigeante pour eux. Zéro chômeur a besoin des CCAS pour pratiquement dans le temps sur tout le déroulement de l'expérimentation. Premièrement, nous avons besoin d'identifier les personnes privées durablement d'emploi. Ces personnes, Pôle emploi nous aide, mais il est clair qu'il y a une partie de la population que Pôle emploi ne connaît pas.
et que les CCAS connaissent. Donc les CCAS sont absolument essentiels pour nous, pour identifier et j'allais dire prendre contact avec ces personnes pour qu'on sache ce qu'ils veulent faire, s'ils sont volontaires, ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs compétences, etc. Nous avons besoin des CCAS aussi parce que les CCAS peuvent faire l'accompagnement social des personnes que nous embauchons. Nous embauchons des gens qui ont tous des difficultés de tous ordres. Parce que quand vous êtes chômeur depuis 4, 5, 10 ans, il est clair que vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de famille, vous avez des problèmes d'endettement, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes d'addiction, toutes les pathologies. Et tout va se faire de façon très progressive. Et ces problèmes, nous, on ne peut pas les traiter au sein des entreprises qu'on a créées, les entreprises que créent les comités locaux, présidés par des élus, mais on a besoin du CCAS pour nous accompagner sur ce point. On a aussi, on travaille beaucoup avec les CCAS parce que les CCAS nous trouvent du boulot aussi. Ils ont besoin de certaines prestations de services que personne d'autre ne veut accomplir. On rend ces services. Vous parliez par exemple tout à l'heure, monsieur le maire, de l'aide à domicile pour les personnes. Porter les plateaux repas, les ouvrir les volets, effectivement, voir si la personne n'a pas de problème. Bonjour madame, un quart d'heure de discussion, personne ne... C'est très difficile de trouver des gens qui le fassent. Nous pouvons, en prestataire de service du CCAS, le faire par des personnes. Donc pour nous, les CCAS sont des partenaires absolument essentiels et je pense qu'on rend service aux CCAS parce qu'on offre de l'emploi. Je rappelle que sur certains territoires, nous sommes désormais la plus grosse entreprise. Donc on devient des acteurs. Alors évidemment, quand ça se passe dans le 13e arrondissement à Paris, on n'est pas la plus grosse entreprise, de loin. Mais lorsqu'on est à Pipriac, en Ille-et-Vilaine, c'est la plus grosse entreprise de Pipriac. Ça se voit et surtout, ça développe de nouvelles activités ça qui, développe. sur ce territoire, n'étaient activées par personne. Non, nous ne pouvons développer d'activités que si elles ne sont concurrentes ni du secteur public, ni du secteur privé. C'est normal, parce qu'il ne s'agit pas de créer de l'emploi subventionné pour détruire de l'emploi à côté. Mais on s'aperçoit qu'il y a des tas d'emplois dans cet interstice entre l'emploi public et l'emploi privé qui ne sont pas accomplis et qui rendent service aux populations, et dont une partie, d'ailleurs, peut être rémunérée. Alors, pas rémunérée au prix... un prix de marché, parce qu'il n'y a pas de marché pour ce genre de prestations, mais qui peuvent être rémunérés de telle manière qu'on assure l'équilibre de ces entreprises à but d'emploi qui sont évidemment aidées par l'État et par les départements qui apportent qui financent les salaires. Qui sont un levier d'inclusion formidable. Voilà. On va mettre un peu de lumière sur la salle et puis vous donner la parole pour que vous puissiez participer à ce débat, interroger nos intervenants ou témoigner de ce que vous faites par rapport à la réalité de votre territoire. Pendant que les micros vont circuler, Christophe Bouillon, on voit bien qu'apparaît apparaît une nouvelle économie locale qui est plus complexe que ce qu'on peut penser et qui correspond aussi à la taille de petites communes ou d'interco ou de petites villes, en l'occurrence, puisque Barentin, et on a entendu votre adjoint très, très actif dans les débats pendant ces 2 jours, mais aussi la nécessité donc d'utiliser toute la diversité des formules possibles. Ça va être de l'ESS avec des SIC et des sociétés coopératives, ça va être de l'entreprise, ça va être des dispositifs comme Territoire Zéro Chômeur ou Petite Ville de demain pour activer. Donc l'élu et puis les responsables de CCAS, il doit aussi connaître toute cette diversité d'outils et jouer sur toute la gamme. Oui, Louis Gallois a raison. Pourquoi ça marche ? Parce que le maire, il joue le rôle de l'assemblier et il met en correspondance des acteurs qui existent sur le terrain, qui savent faire et qui, en même temps, n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'échelle d'un territoire sur lequel vous avez connu des pertes d'emploi, une perte de sens parfois, aujourd'hui, si vous voulez repartir, rebondir, jouer l'effet ressort, il faut être pragmatique.
Il faut prendre les moyens là où ils sont. Il faut cette proximité qui est essentielle. Jean-Jacques Thomas tout à l'heure le disait, concrètement, on peut aller beaucoup plus vite parce que tout simplement on est dans cette proximité, dans cette connaissance fine qu'on peut avoir du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est fini les formules qui viennent du sommet, qui s'appliquent, on est sur le sur-mesure souvent, et en même temps, dans une même phrase, et c'est pas contradictoire, moi j'entends beaucoup de mes collègues qui disent à la fois laissez-nous tranquilles et ne nous abandonnez pas. Laissez-nous tranquilles, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de faire, et laissez-nous faire parce qu'on est capable justement d'être beaucoup plus efficace ou efficient, et en même temps ne nous abandonnez pas parce qu'on a besoin malgré tout d'un État stratège, d'un État qui pense l'aménagement du territoire, qui offre les bons outils. Et c'est vrai que là, on voit venir une dérive ou une forme ou un glissement qui est cette mode aujourd'hui de ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt. C'est un ami qui n'est pas vraiment notre ami pour les collectivités parce que c'est une forme de prime à l'ingénierie. En gros, c'est très à la mode en ce moment. On dit au territoire, si vous voulez bénéficier de tel ou tel dispositif qui durera pas forcément très longtemps, répondez vite, vous avez 3 mois pour répondre. C'est la prime à l'ingénierie, et ça c'est une difficulté à l'échelle de nos territoires, alors qu'objectivement, et quand on voit la réussite de l'expérimentation territoire zéro chômeur, on s'aperçoit, et c'est ça qui est intéressant, que ce n'est pas dans des territoires qui disposent forcément des plus gros moyens, qui sont des métropoles, etc. On a une diversité des territoires, mais une capacité à faire, franchement, si on était dans un système ami-État, ces territoires ne seraient pas forcément pris. Ils sont dans un système de territoire zéro chômeur, c'est-à-dire avec des candidatures, une façon d'aborder et de comprendre leurs projets, qui est à mon avis utile. Et c'est ça qu'il faut sans doute généraliser. Au-delà de la généralisation de territoire zéro chômeur, il faut généraliser la méthode d'appréciation et d'accompagnement quand il y a à l'échelle des territoires des bonnes idées pour créer de l'activité. La logique du projet. Jean-Jacques Thomas, voilà, on vous passe le micro. Oui, puisque Louis Gallois connaît la Thiérache, c'était une région où, à l'époque où l'Espagne était au nord de la France, la frontière espagnole, et donc les régions de frontières, les hordes arrivaient, pillaient pour tel ou tel seigneur, et comme ils n'avaient pas reçu ce qu'on leur avait promis, au retour, ils récupéraient ce qu'ils n'avaient pas piqué à l'aller. Et donc les habitants, ils ont dit on va se débrouiller tout seul parce que le Seigneur, lui, il est planqué, et nous, on va devoir fortifier ce qu'on a, c'est-à-dire à l'époque les églises. Alors on mettait tout ce qu'on avait de plus précieux, la famille, la femme, les enfants, le blé, le bétail, tout ça mélangé, et on a appris à se débrouiller. Pourquoi je dis ça? Parce que les CCAS sont aussi des révélateurs. On est dans une région où le métro n'existe pas, il y a encore la ligne de chemin de fer, mais le désenclavement, et ça se fait attendre. Et donc, je me souviens, on était avec Jean-Louis Bricoult, le député, on va au ministère de l'Éducation nationale, et on dit, ben voilà, il faut que le code de la route soit enseigné à partir de la seconde dans tous les lycées, etc. Il faut le permis de conduire. Et on a eu 2 conseillers techniques qui nous ont dit, vous croyez que c'est utile le permis de conduire? Alors, j'ai dit, vous habitez Paris? Il dit oui. J'ai dit, vous n'avez pas le permis? Ah bah non. Bah oui, chez nous on a commencé à creuser, mais on n'est pas encore arrivé suffisamment profond pour le métro. Résultat, on s'est débrouillé, et aujourd'hui le permis de conduire, le code de la route est enseigné dans les classes de seconde. Alors au départ, les auto-écoles étaient moyennement chaudes, et puis elles se sont rendues compte que de toute façon, il y a une sorte de vague qui fait qu'aujourd'hui, nombre de jeunes apprennent en ligne et se débrouillent tout seuls, payent leurs 30 € et passent le permis. Et donc, aujourd'hui, on enseigne le code de la route en Thiérache dans toutes les classes, y compris pour les internes qui, le soir, parce que aller trouver une auto-école qui soit ouverte quand on rentre de l'internat, c'est pas évident. Et c'est quelquefois l'occasion de valoriser un diplôme. Si vous avez un BEP, un CAP, un bac pro ou un bac, et si vous n'avez pas le permis de conduire, chez nous, il est amputé de 50%. Ça, c'est la première des choses. Et là, donc c'est un exemple, et c'est les CCAS qui nous ont dit, plutôt que de filer X € pour permettre aux auto-écoles de prendre les enfants
dont les parents n'avaient pas les moyens de payer l'auto-école, eh bien, on a changé l'opération et c'est donc le code de la route qui s'apprend effectivement et qui donne une motivation. Et c'est qui demain quelquefois leur le seul permet de diplôme. répondre à une offre d'emploi. Et oui, et c'est quelquefois le seul diplôme qu'auront ces jeunes. Eh oui. Alors, qui Je souhaite... m'associe au permis de conduire. Pour nous, zéro chômeur, nous faisons passer le permis à un maximum de salariés parce qu'ils ne peuvent pas travailler sans le permis de conduire. Voilà, je crois qu'on a une question qui vient de Barentin, là. Oui, c'est pas forcément une question, mais c'est une interpellation. À une époque, dans la dynamique économique, il avait été souhaité et souhaitable qu'il soit incorporé des clauses d'insertion dans tous les marchés publics, et notamment les marchés publics locaux. Je pense que c'est là aussi un levier qui permet, pas à tous, de faire bénéficier à une population éloignée d'emplois pour lequel ils ne pourraient pas forcément avoir accès. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est un peu plus large, je dirais que, et vous avez raison, les forces locales, elles sont diverses, elles sont variées. Je parlais à la première session de ce partenariat et de cette confiance nécessaire, mais je pense qu'elle est aussi nécessaire en interne. C'est-à-dire que j'entends par là que les villes, et je parle des élus, méconnaissent trop le travail que font les CCAS au sein même de leur propre ville. C'est-à-dire que les orientations prises, la ville, elle a un cahier des charges, on se fait élire sur un mandat politique avec des orientations. Normalement, ça doit se décliner en feuille de route en direction des directions, et notamment en direction de l'action sociale. L'action sociale, elle met en œuvre une politique qui est souhaitée de manière beaucoup plus générale. Mais trop souvent, c'est compartimenté au sein même des collectivités, ce qui fait que certaines opportunités sont mises en œuvre par le CCS, mais dont un certain nombre d'élus, et je dis en général le maire est au courant puisqu'il est aussi de facto le président, mais trop souvent les élus ne le méconnaissent, et inversement, c'est-à-dire que les CCS, par principe on va dire d'autonomie, même si on est tous d'accord pour penser que sans les collectivités, peu de CCAS fonctionneraient véritablement, puisqu'il y a quand même une subvention d'équilibre. Et donc, je crois que la coopération, elle doit aussi se faire à ce niveau-là. Merci. Alors, sur la première partie de votre intervention, Jérôme Sadier, et puis ensuite, on verra effectivement comment, par exemple, sur des politiques d'emploi, effectivement, l'adjoint au développement, il va penser aussi à son collègue adjoint au CCAS. Bon, je vais être très court, parce que le levier de la commande publique est un levier qui est gigantesque, en fait, pour tous les sujets dont on parle. Et à la vérité, il n'y a pas beaucoup d'obstacles juridiques à ça. Parce qu'en fait, à différentes étapes de l'évolution de la loi et de la réglementation, la commande publique a été favorisée. On peut flécher vers des acteurs de l'économie sociale ou plus précisément vers des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Même l'Europe n'y peut rien. Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment d'obstacle juridique à ça. Il y a un obstacle psychologique, politique, le conformisme, à vrai dire, et ou la peur de mal faire, la peur d'empêcher la concurrence, etc. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire de sensibilisation des élus d'une part, des fonctionnaires territoriaux d'autre part, et nous on y travaille avec le CNFPT, qui forme les agents territoriaux, pour bien les former dans le cadre des formations à la commande publique, et donc aux achats publics, aux clauses sociales et environnementales. Parce qu'il y a aussi le sujet environnemental par ailleurs, parce qu'ils ont droit de faire des choses que peut-être ils ont peur de faire s'ils ne se sentent pas encouragés pour le faire. Et donc il faut des logiques qui soient volontaristes. Et alors, moi, je mets tout le temps en avant ce modèle-là, qui, comme tous les modèles, n'en est pas un, à vrai dire, mais il y a une collectivité en Grande-Bretagne, je ne sais plus dans quel coin de la Grande-Bretagne, enfin en Angleterre, ça je suis à peu près sûr, pas loin du Pays de Galles, je crois, une ville moyenne, totalement désindustrialisée, ravagée par le thatchérisme, etc. Et le maire a décidé de faire du levier de la commande publique l'outil de la relance de sa ville. Toutes les décisions publiques ont été passées au prisme de la commande publique et des acteurs qui allaient favoriser, des acteurs qui étaient prioritairement, on ne parle pas d'économie sociale, à vrai dire, en Grande-Bretagne, mais des acteurs qui étaient plutôt associatifs, coopératifs. Et ça s'appelle le modèle de Preston, et il a relevé sa ville en grande partie grâce à ça. Sans doute pas que, évidemment, mais en grande partie grâce à ça, parce que c'était le moyen qui lui a permis de s'appuyer d'abord sur les forces locales avant d'aller chercher ailleurs. Et l'énergie qu'il a suscitée, évidemment que c'est une énergie de longue durée, je ne sais pas si on dit durable dans l'affaire, mais qui lui permet d'avancer. Juste un tout petit point par contre, parce qu'il y a ce qu'on peut faire quand on est donneur d'ordre,
mais il y a après ce que l'on doit faire aussi quand on est sollicité pour. Et là, il y a encore là pour le coup, il y a des trous dans la raquette qui ne sont pas de nature juridique non plus, c'est une question de volonté en fait, c'est l'ingénierie qui permet de faire. Parce qu'après, on peut avoir la meilleure volonté du monde en tant qu'élu, ou d'autres types d'acteurs d'ailleurs, d'essayer de se réunir pour répondre à des besoins, et les besoins ils sont faramineux en fait, il y en a plein, parfois même ils ont un modèle économique à vrai dire, hein. On ne parle pas que de trucs qui fonctionnent à coup de subvention, ils ont même souvent un modèle économique. Par contre, il manque l'ingénierie. Et en fait, l'un des problèmes qu'on a, c'est de convaincre les pouvoirs publics qu'avec une fraction de ce qui est donné à McKinsey, par exemple, on peut financer beaucoup d'ingénierie sur les territoires pour aider à trouver les bons modèles et à faire travailler les gens entre eux, en fait. Parce que c'est vrai qu'avoir connaissance de comment on monte une société coopérative d'intérêt collectif, comment on lance un projet territorial de coopération économique, par exemple. Il y a plein de dispositifs comme ça, des modèles juridiques, des modèles d'articulation d'acteurs, etc. Ça fourmille sur tout le territoire. Là où j'en suis témoin avec mes différentes casquettes, il y en a partout. Sauf qu'on n'arrive pas à capitaliser suffisamment, d'abord pour faire savoir à l'échelle nationale, mais ensuite au niveau des territoires, trouver les personnes qui seront capables d'aider à monter des projets. Et là, investir un peu sur l'ingénierie, ça me semblerait pas complètement absurde dans le moment qui est le nôtre aujourd'hui. Le modèle de Preston, donc penser effectivement par rapport à la commande publique et aux clauses sociales, comment on rend aussi le tissu économique de son territoire plus solide. Alors peut-être Jean-Jacques Thomas, là aussi, hein, des choses qui sont classiques, mais qui peuvent être vraiment actionnées comme des leviers. Et je pense aux chantiers d'insertion, beaucoup de vos collègues en font. Mais comment on fait que ces chantiers d'insertion, derrière, ils débouchent sur des emplois pérennes? Lorsque Michel Rocard, en 1988, je crois, crée le RMI, on savait ce que c'était que le revenu minimum, on savait peu ce que c'était que l'insertion. Et à partir de là, moi j'avais créé les chantiers, ça s'appelait les chantiers écoles, avec des entreprises qui venaient me dire, monsieur le conseiller général à l'époque, on n'arrive pas à trouver d'ouvriers, et les ouvriers nous disaient, ce qui n'a peu changé, on n'arrive pas à trouver de patron. Et donc c'était de mettre les uns en rapport avec les autres. Et l'insertion, c'est pas tondre les pelouses, parce que quand vous avez terminé de couper l'herbe à un bout de la commune, il faut recommencer à l'autre extrémité. Mais de valoriser. Sans doute parce que j'avais beaucoup à me faire pardonner, le premier chantier école, ça avait été la réfection d'une église. Et quand on a reconsacré l'église, lorsqu'elle a été reconsacrée, j'avais devant moi un type qui tenait par la main un petit garçon de 7-8 ans et qui disait, tu vois ça, c'est ton père qui l'a fait. Et je peux vous assurer que ça reste pour moi, encore outre l'émotion, ça reste un de mes plus beaux souvenirs politiques, c'est de dire on est utile. Et donc l'insertion, c'est aussi trouver des choses qui sont valorisables. On a, comme dans toutes les villes, des fermes pédagogiques que les enfants vont visiter en bus, etc. On a en même temps, dans la forêt, la Calarose, on a un certain nombre d'essences qui sont en train de mourir de par la pollution, de par la contamination, des arbres qui tombent, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'est dit, mais on va créer une ferme pédagogique. On va trouver 2-3 biquettes, mais on va demander à des demandeurs d'emploi de monter cette ferme pédagogique. Et le bois des arbres qui étaient tombés, on a créé une petite scierie associative, c'est le CCAS qui a acheté les outils, et on a créé les barrières, on a créé les petites cabanes, etc. Et ce sont les allocataires du RSA qui ont monté cette ferme. Ce sont, pour ceux qui le désiraient, ceux qui accueillent les enfants, ceux qui les amènent dans une salle pour leur expliquer ce qu'est la nature, comment ça fonctionne. On a une microfolie qui, aujourd'hui, est un élément transversal, donc ce qui amène le numérique. Et là, on va voir, comme tous les enfants plantent des fleurs en ce moment dans des bacs, dans les écoles, dans les jardins, mais de se dire, voyez, regardez la fleur, on va vous montrer comment elle pousse en 5 secondes, etc. Et la magie de l'image, parce qu'on est dans une civilisation de l'image, et ce qui permet, je dirais, du départ, aujourd'hui, d'avoir une ferme pédagogique sur place,
On n'utilise plus les bus. Est-ce que c'est de la transition écologique? En tout cas, au niveau de l'empreinte carbone, ce n'est pas une mauvaise chose. Et localement, cela permet également d'associer les agriculteurs sur le terrain. Donc voilà, c'est cette dimension. Et l'interpellation de votre collègue aussi, c'est de faire mieux travailler tous les services de la vie. Que le CCAS ne soit pas un établissement à part, chargé du social. Là, j'imagine que quand les exemples que vous évoquez, ça a été le cas. C'est transversal. Moi, je participe à aucune réunion du CCAS pour pas que le maire vienne imposer ou prendre la parole à la place des acteurs, etc. Sauf que, bon, je suis, etc. Et je suis toujours le président du CCAS. Mais quand je disais que c'était révélateur, quelque chose qui va nous tomber dessus, nous élus, l'imperméabilisation des sols. On arrive aussi dans des villes qui sont des villes où les grands-parents décèdent, ils n'ont pas d'héritier, ou l'héritier est loin, ou alors c'est l'arrière-petit-neveu qui n'a pas envie forcément, il a tort, d'avoir une maison en tirage, et la maison se détériore, et on a de plus en plus de maisons qui tombent en ruine. Les biens sans maître. Les biens sans maître, et de plus en plus. Et dans ces cas-là, on vous dit, on s'en débarrasse pour plus payer l'impôt local, enfin celui qui reste. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec la loi sur l'imperméabilisation des sols qui dit vous n'aurez plus le droit de construire de lotissement, ou vous allez diminuer de 50% les nouvelles constructions. Eh bien, moi, je propose que les offices publics, privés et publics HLM créent des HLM horizontales et éclatées. C'est-à-dire qu'on prenne toutes ces maisons, et plutôt que d'avoir 15 ou 20 appartements dans une barre, sans ascenseur, quand on a 80 ans ou 90 ans, ça devient quand même difficile, même avant, eh bien, là, on aura du terrain, on aura des logements qui ne seront plus des passoires thermiques, et donc les HLM vont devoir construire ces appartements horizontaux et éclatés. Et donc, les CCAS, là, sont en train de regarder qui va faire la répartition, on va regarder là où c'est disponible, c'est un travail à réaliser. Et puis ensuite, il va falloir, à un moment donné, qu'on puisse réhabiliter, démolir avec des entreprises, réhabiliter avec des chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion, c'est l'occasion justement de se rencontrer les allocataires du RSA, qui sont des ouvriers à part entière, et les chefs d'entreprise. Alors, je dis, regardez, il est bon, il n'est pas bon, il est mauvais. Ah oui, mais il faut être formé. OK, mais on assure la formation. Et puis après, venez plus nous dire que vous ne trouvez personne. Et donc là, ces maisons commencent à être réhabilitées. On va pouvoir les mettre dans le circuit, on va les remettre à l'office public HLM, mais on va pouvoir donner de l'espace et non plus vivre dans des bars HLM. Louis Gallois, quand vous entendez cette parole d'élu, comment vous voyez justement aujourd'hui cette innovation aussi qui est en train de se mettre en place sur le territoire? Vous disiez, ce qui est important, c'est que ça parte du bas, que ça parte de l'initiative locale. Moi, je suis plutôt optimiste, parce que je pense qu'il y a une véritable... enfin, je ne parle pas pour vous, puisque vous êtes de l'ancienne génération, mais il y a des nouvelles générations d'élus qui ont envie de faire, et qui ont envie de faire ensemble. C'est-à-dire que, d'abord, je dis élus, mais il n'y a pas que les élus, il y a les chefs d'entreprise aussi, qui se sont aperçus que sur un territoire, si le territoire va bien, si le territoire est dynamique, ils sont mieux eux-mêmes. Donc ils ont une responsabilité vis-à-vis du territoire. Ils ne sont plus totalement parachutés et isolés. Et donc tous les acteurs sont en train de se rendre compte que c'est de leur travail en commun, de leur coopération, que peuvent naître les solutions et le dynamisme territorial. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Moi, je le constate à la Fabrique de l'Industrie, lorsqu'on étudie un certain nombre de territoires, je le constate avec l'opération Zéro Chômeur, parce que je constate que nous avons besoin de tous les acteurs du territoire et que les acteurs du territoire de plus en plus acceptent de participer à cette expérimentation. Au début, on a eu des problèmes avec l'insertion. Il se trouve que j'étais à ce moment-là président de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est 500 chantiers d'insertion, donc j'étais plutôt du côté de l'insertion. L'insertion, elle a vu arriver cette expérimentation de territoire zéro chômeur en se disant, bon, ils nous font concurrence, en plus ils ont des CDI, nous on n'a que des CDD, etc. Moi tout de suite, je me suis dit, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On adosse des entreprises à but d'emploi de l'expérimentation zéro chômeur à des chantiers d'insertion.
c'est les chantiers d'association qui prennent en main cette expérimentation. Et je trouve que le travail en commun, il est extraordinairement productif pour les différents acteurs, parce qu'ils s'enrichissent les uns les autres, et pour le dynamisme du territoire. Et je crois très important que l'action publique, l'action de l'État, moi j'étais un jacobin, mais je me suis soigné. Je reste jacobin. Il passe aux aveux. Hein. Je reste jacobin pour beaucoup de choses. Mais j'ai découvert une chose, c'est que si l'État intervient sur des territoires qui ne sont pas pris en main, il arrose le sable. Lorsqu'il intervient sur des territoires qui se sont pris en main, qui ont envie de faire, à ce moment-là, son action est productive. Et chacun intervient dans son domaine. Les territoires ont des responsabilités, l'État a les siennes, et c'est lorsque chacun exerce ses responsabilités que ça marche. Et moi, je suis assez optimiste parce que c'est en train d'émerger de plus en plus. Et c'est vraiment une des leçons pour moi de l'avenir en France, c'est qu'on va reconstituer un aménagement du territoire à partir des territoires. Et ça ne diminue pas le rôle de l'État. L'État devra toujours intervenir parce qu'il y a des choses qui relèvent sa responsabilité. Quand vous allez au ministère de l'Éducation nationale, c'est l'Éducation nationale qui continue à gérer le système scolaire. Il a une responsabilité éminente dans les services publics. Moi, j'ai été patron de la SNCF, je sais ce que c'est que les gares ouvertes et les gares fermées, je peux vous dire, parce que j'en ai entendu parler. Donc l'État a ses responsabilités, mais encore une fois, ça ne joue que si les territoires se prennent en main. Eh bien, merci beaucoup de ce message positif. Et ça sera la conclusion de notre table ronde, parce que je sais que certains d'entre vous ont des contraintes d'agenda et d'emploi du temps. Merci beaucoup, et je crois que c'était très intéressant que le dernier débat de ce congrès de l'UNCAS soit sur ces messages très, très positifs, sur des reprises économiques, même si elles sont très fragiles, et peut-être parce qu'elles sont très fragiles. Merci messieurs, on peut applaudir nos intervenants. Bonne fin de congrès et bon retour. Et donc rendez-vous à Bourges, puisque le rendez-vous nous a été donné.